Je dis, le bilan du RADB, il n'est pas du tout inattaquable. Il a des côtés positifs, il a des aspects positifs, et il a beaucoup d'aspects négatifs. Je produis là, je ne vais pas faire de chiffrisme. Mais je vais aller à l'essentiel. Je dis, l'objectif d'une politique économique, c'est quoi? Il faut qu'on soit d'accord sur ça. Sinon, on va aller dans tous les sens. Si on n'est pas d'accord sur l'objectif d'une politique économique, là, comment on peut savoir si l'objectif a été atteint ou pas? C'est ça. Si on est d'accord que l'objectif d'une politique économique, c'est de rendre le développement inclusif, c'est de baisser la pauvreté, c'est de donner des emplois aux gens, maintenant, on peut regarder les chiffres. Sinon, si on ne connaît pas l'objectif, on va débattre inutilement. On va utiliser des mauvais indicateurs. Et c'est ce qui se passe depuis que je vous écoute. Vous utilisez des mauvais indicateurs pour justifier des mauvaises choses. Je vais vous expliquer calmement. On va se comprendre. Je dis que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, celui qui dit que le taux de pauvreté n'a pas baissé, c'est un malhonnête. Le taux de pauvreté, il a baissé. Mais est-ce que la pauvreté a baissé? Je dis non. Je ne suis pas en train de vous embrouiller, je vais vous expliquer. Le taux de pauvreté, c'est un indicateur. Il permet de calculer une moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on est 10 et que nous sommes 9 à être pauvres, et qu'il y a un seul des gens qui est extrêmement riche, on va calculer là, on va avoir un taux moyen qui n'est pas mauvais. Et on va être dans la salle d'à côté, et ils seront 3. Si les 3 là, les 3 auront une pauvreté moyenne, on va dire que non, vous avez la même chose. Alors que non, ça va pas la même chose. Ici, il y a des disparités qui sont tellement criardes qu'il y a un groupe qui est excessivement riche et qui continue d'être excessivement riche. Et qu'il y a un autre groupe qui est excessivement pauvre et qui demeure toujours dans la pauvreté. Quand on va calculer le taux moyen de pauvreté, là, on va dire que non, le taux de pauvreté a progressé. On va penser pour se blaguer. Alors que ça ne reflète rien. C'est ce que je veux qu'on comprenne. Le deuxième indicateur aussi qu'on prend souvent pour se blaguer, c'est le PIB. Le PIB, là, c'est le produit intérieur brut. C'est un agrégat macroéconomique. On prend pour mesurer les performances des économies. Mais ce n'est pas le seul. Et puis ce n'est pas le plus pertinent dans notre contexte. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Le PIB, là, il mesure, pour faire simple, la richesse générée dans un pays, dans un territoire donné. Mais est-ce que ça veut dire que les nationaux là sont riches? Ça ne veut pas dire ça. Quid du PNB? Le PNB, c'est le produit national brut. Cet indicateur, à mon avis, est plus pertinent dans notre contexte que le PIB. Parce que le PNB, là, il ne prend en compte que la richesse produite par les nationaux. Si ton PNB est élevé, là, on dit, ah, les citoyens, là, ils sont riches. Mais ton PNB peut être élevé, puis les citoyens sont pauvres. Les nationaux sont pauvres. Un seul exemple. Il suffit qu'il y ait une seule entreprise étrangère qui vient faire quelques affaires ici et qui fasse un gros bénéfice ici. On va dire un gros chiffre d'affaires ici. On va dire que le PIB est élevé ici. Alors que ça ne reflète rien. Et c'est ce qu'on vit. J'ai dit encore que pour voir si une politique économique marche, c'est de vérifier si le chômage est endémique ou pas. Quelle est la qualité des emplois créés? Vous allez comprendre le lien. Le PIB est élevé en Côte d'Ivoire. Si chaque année le PIB progresse, ça veut dire que les entreprises étrangères continuent de s'enrichir ici. Mais en réalité, regardons maintenant du côté des emplois. Parce que l'objectif, c'est les emplois. Hein. Nous, c'est les emplois qui nous intéressent. Si les entreprises étrangères se faisaient de l'argent à l'intérieur du pays, mais en contrepartie, nous les employés, nous les Ivoiriens, là, on arrivait à avoir des emplois stables. Ça nous permettait de payer nos maisons et nos charges. On avait dit, bingo, l'économie est dynamique. Mais les emplois générés par ces entreprises-là sont des emplois précaires. C'est pas moi qui dis. C'est Bloomfield, dans un rapport commandé par l'État de Côte d'Ivoire, qui dit que 92% des emplois générés en Côte d'Ivoire sont des emplois précaires. C'est pas moi qui dis. Précaire, ça veut dire, c'est des emplois esclavagisants, des emplois pauvres, qui rendent pauvres. Ça veut dire que tu travailles, mais tu es pauvre. C'est ça qui est la réalité. Donc quand vous avez une politique économique qui donne 92% d'emplois précaires, tu ne peux pas venir dire que tu as réussi ta politique. C'est faux. Quand tu mets une politique économique et puis le PIB de ton pays là,
C'est ce qui est élevé. C'est-à-dire, et puis, ton PNB est très bas là. Ce n'est pas bon. Tu n'as pas réussi la politique. Je n'ai pas envie de faire la polémique ici parce qu'ils vont s'attarder sur des détails pour cacher le vrai fond de mon message. Quand tu prends le taux de pauvreté à Abidjan, il est extrêmement bon. On te parle de 6 et 4%. Mais quand tu prends les autres coins, comme la Bagoué, le Boukani, c'est mauvais. Et même ce qui est mauvais même là, on nous précise que sur le magistère du RHDP là, la pauvreté a augmenté dans les départements du Nord là-bas. Toi tu es venu là, si tu n'as pas pu nous rendre moins pauvres là, au moins n'augmente pas nos pauvretés. Mais par contre, je suis convaincu que les maisons ont poussé au nord. Ça veut dire quoi? Il y a des individus qui sont devenus plus riches. Mais ça ne veut pas dire que la zone est devenue plus riche. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Et ça, il faut qu'on soit d'accord sur ça. Et ça s'explique dans le quotidien. Quand vous avez des individus qui sont corrompus, qui vivent aujourd'hui là, la haute autorité de la bonne gouvernance dit que 1400 milliards par an. C'est ça du fait de la corruption. Quand tu prends 1400 milliards par an, tu multiplies par 15 ans, depuis que RHDP est au pouvoir, ça fait près de 20 000 milliards. 20 000 milliards. Ça veut dire que si, au lieu d'aller chercher crédit Mouvini là, si on luttait contre la corruption, si on mettait un point d'honneur à lutter contre la corruption, on n'aurait pas besoin de s'entêter comme ça. Je vais chuter parce qu'on va laisser parler gentiment aujourd'hui. La dette. Aujourd'hui, dès qu'un Ivoirien naît, il y a 1 million de crédits sur sa tête. Tu mets ton enfant au monde aujourd'hui, à 10h11, il doit 1 million. C'est ce monde-là, on laisse à nos enfants. Et puis on dit que le bilan est inattaquable, là. C'est ça. Après 15 ans, on est toujours importateur de riz, importateur de moutons, importateur de bœuf, importateur de blé. Ne me mettez pas un grain. Ben, celui qui ne sait pas ça, c'est pas la peine. Je ne vais pas discuter sur ça. C'est ce pays-là. On dit que non, le bilan est trop positif. Je m'arrête là pour mon premier temps de parole. Ah donc, Clara, vas-y, prends ton temps de parole, on t'écoute. Ok. Vraiment, merci à tous les frères. Et j'ai écouté le frère qui a parlé tout dernièrement. Et j'aimerais juste poser une question. Est-ce qu'il est du PDCI ou bien il est du PPACI? C'est un gars. Ok. De toutes les façons, là, je vais faciliter la tâche, mais je vais frapper sur... D'accord, s'il vous plaît. Non, ça va, ça suffit, c'est bon. C'est pour le public que nous parlons. Comme il est gore, je vais lui dire que pour bien être à l'aise dans la parole... Enfin, j'ai dit je ne suis pas gore. Pour être bien à l'aise dans la parole, il faut toi-même être irréprochable. C'est très important. C'est ce qu'on appelle la crédibilité. Ça veut dire la capacité à ce que les gens te fassent confiance. Et là, comme tu n'es pas gore, tu dois être PDCI. Et tu as bien pris l'exemple du Boukani. Mais j'étais tellement à l'aise de l'entendre. Mais je vais te dire que l'une des causes de l'appauvrissement endémique du Boukani, ça ne commence pas avec le régime Ouattara, mais c'est avec le régime du PDCI. Lorsque sous le régime de Félix Houphouët-Boigny, les complexes sucriers avec les détournements qui ont été faits le 20 juillet 1977 et que les complexes sucriers n'ont pas été construits. Parce que ce que vous dites là, dans un monde réel là, on dit que comparaison n'est pas raison. Abidjan est une grande ville qui concentre beaucoup d'industries. C'est plus facile de trouver du travail là-bas. Mais si vous aviez construit ces complexes sucriers dans ces régions que vous décrivez aujourd'hui, ces régions n'auraient pas connu le taux de chômage et de pauvreté. On peut même inclure les deux ensemble. Et donc vous n'êtes pas mieux placé pour venir nous dire que vous avez, dans votre régime, rendu une région pauvre. Vous aviez été incapable en 33 années de gestion, de construire des industries dans une région. Vous êtes le régime qui a le plus longtemps duré au pouvoir, plus de 42 ans, parce que il faut prendre 1960 jusqu'en 1999. Et vous aviez été incapable de mettre toutes les régions au même niveau. Alors que toutes les régions payaient des impôts, avec les cartes du PDCI, vous êtes très mal placé pour venir nous dire que vous aviez fait de la disparité régionale une politique de gestion. Et donc là, c'est vos retards et vos lacunes que le régime actuel est en train de combler. Et donc ne soyez pas gênés du mal que vous avez fait. Prenez cela comme une honte. Et ça, les hommes intelligents l'ont compris. Maintenant, revenons au fait. Ce qu'il a dit là, il ne s'est basé sur rien du tout. Parce qu'un homme qui se veut concret dit, voilà ma source, et voilà ce que ma source dit, et tout le monde peut vérifier en temps réel. J'invite tout le monde rapidement, il y a un document de la Banque mondiale avec une autre structure qui a été faite. Je vais inviter les uns et les autres
allez sur Kwasi. C'est pour faire la synthèse rapide que je me donne à ce jeu-là. Le document s'intitule « Selon le gouvernement, 37,5% de la population vit dans la pauvreté, le Bunkani, le Foulon et la Bagoué parmi les régions les plus touchées. » Quand tu prends le document que tu lis, voici ce que le document te dit clairement pour ceux qui veulent comprendre. En Côte d'Ivoire, l'indice de pauvreté est estimé à 37,5% de la population, selon les études réalisées en 2021. Ce chiffre représente une baisse de 1,9% par rapport à 2018 et le taux de pauvreté était de 39,4%. Ça veut dire quoi d'abord? Avant de venir dans les aspects spécifiques, il faut d'abord prendre l'entièreté. L'entièrement, ce régime-là a été capable de faire baisser le taux de la pauvreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en des termes réels, si il y avait 10 personnes qui étaient pauvres, ce régime-là a fait diminuer le nombre de pauvres. Ça, c'est une réalité. Ces statistiques ont été présentées à la presse le mardi 14, je dis bien, le mardi 14 janvier 2025. Et donc, j'invalide sa thèse qui se base sur des chiffres de 2021. Moi, je prends des chiffres de 2025, des chiffres et une réalité exposée par le docteur Souleymane Fadiga, le directeur général de la lutte contre la pauvreté au ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Et il a fait cette présentation-là dans l'émission Tout savoir sur... C'est une émission du CIG qui a été réalisée. Et donc, pour tous ceux qui nous suivent, vous accepterez que quelqu'un qui dit « Moi, voilà ce que je dis en 2025. Et voilà ce que lui, il a dit en 2021. » Vous accepterez que ce que l'homme de 2025 dit est plus à jour que ce qu'eux sont en train de dire. Et donc, il est très important qu'on puisse mettre ces facteurs-là. Et comment cette étude a été réalisée? C'est sur la carte faite par région, établie par l'ANSAT, qu'on appelle l'ANSAT, en collaboration avec la Banque mondiale et le PNUD. Voilà quelqu'un qui est sérieux quand il parle là. Il met les données là où il faut et puis il explique clairement. On ne peut pas faire ici dans la mystification. Et donc, ce que le docteur Souleymane a dit là, c'est basé sur les études de 3 agences de l'ANSAT qui étaient en collaboration avec la Banque mondiale et le PNUD. Et qu'est-ce que le résultat du travail donne? Le résultat du travail vous dit, la pauvreté a reculé dans la majorité des régions de la Côte d'Ivoire. Point. Ça veut dire, contrairement à tout ce que vous êtes en train de dire, la pauvreté a globalement diminué. Ça fait 1. Sur 33 régions, 20 régions ont enregistré une baisse de leur taux de pauvreté avec une diminution significative dans les régions. Deuxième facteur, sur les 33 régions, 20 ont connu une baisse assez remarquable de leur pauvreté. Et effectivement, il y aura toujours des zones d'ombre. Ça, il ne faut pas l'occulter. Et ces zones d'ombre, où on les trouve? On les trouve dans le Bunkani, dans le Foulon et dans la Bagoué. J'ai déjà donné un premier argumentaire que c'est parce que nous avons hérité de leurs insuffisances et de leurs incapacités et que nous sommes en train de corriger. S'ils avaient rendu ces régions aussi compétitives en termes d'industrie et de planification économique, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc ils ne peuvent pas utiliser eux-mêmes leurs lacunes pour vouloir condamner les autres. Ça, c'est très important. Et même là encore, selon cette étude-là, ce qu'il a dit n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que certaines régions, notamment le Bunkani, le Foulon et la Bagoué, ont été particulièrement touchées. Et donc, les 2 derniers districts autonomes ont enregistré une baisse de seulement 3 points de pourcentage. Et pourquoi on n'est pas satisfait de la diminution du taux de pauvreté dans ces régions-là, là où d'autres régions enregistrent une chute de 10%, eux n'ont enregistré que 3%. Ça veut dire que même, on n'a pas dit qu'il y a eu 3% d'augmentation du taux de pauvreté dans le Bunkani, dans le Foulon, dans la Bagoué. On dit, par rapport aux autres régions qui ont connu des taux de diminution de la pauvreté de 10%, ces 3 régions ont connu un taux de baisse de 3%. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez gesticuler, on sait que vous êtes imbibé de la haine. Et surtout, c'est par jalousie que vous parlez. Sinon, la réalité, ceux qui parlent peuvent vérifier ce que je suis en train de dire. Vous avez été incapable. Vous avez fait hériter à la Côte d'Ivoire, quand le président Ouattara prend le pays, on a plus de 52,5% des Ivoiriens qui sont dans la pauvreté. C'est la réalité qu'il faut être capable d'assumer. Et celui qui a travaillé à moins de 15 ans, et je tiens à le dire, de 1960
à 2011, ça fait 51 ans. Et en 51 ans, vous n'avez pas été capable d'améliorer la qualité de vie des Ivoiriens. Et ça aussi, il faut être capable de l'assumer. Parce que je prends tous les régimes, que ce soit le PDCI, que ce soit, comment dirais-je même, le FPI, jusqu'à Bédier. Mais quand on fait la somme cumulée de l'IDH que vous avez donné aux Ivoiriens, ça n'a jamais dépassé de 1960 à 2011. C'est-à-dire, vous tous là, de Doufoué jusqu'à Babo, là, son dernier jour, là, quand on met ensemble, parce que moi j'ai fait ces études-là, et quand on met ensemble et puis on calcule là, votre meilleur taux sur 51 ans, c'est 0,45 d'indice. Et ça se trouve dans les indices faibles. Mais quand je prends les 14 ans de la gestion du président Ouattara, c'est-à-dire de 2011, ou si vous voulez de 2012 à 2024, il nous a ramené à l'indice IDH de 0,538. Il nous a classé directement dans la classe intermédiaire. Ça veut dire quoi? Dans la classe moyenne, si vous voulez, ça veut dire qu'il y a eu une évolution. Et ça, c'est important. Et ce n'est pas votre jalousie qui pourra effacer ces faits. Et il a voulu faire dans la mystification. Faites beaucoup attention parce qu'il y a des gens extrêmement intelligents parmi nous. Ils savent beaucoup écouter, c'est très important. Il nous a parlé du PND et du PIB. Il est rentré dans des mystifications. J'étais là, ça me faisait rire. Mais tout ce que tu as dit là, on laisse tout français là et puis on explique ça simplement à nos parents. Le PIB, c'est quoi? Chers parents, le PIB là, ce n'est rien d'autre que, quand on se lève, on dit 1er janvier 2025 là. Du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 là, l'ensemble de toutes les richesses qu'on va produire, c'est-à-dire, quel que soit le travail que tu fais, même si tu veux, il faut être prostitué. C'est de l'argent que tu gagnes. Tous les travaux, toute activité qui a été réalisée là, quand on met tout cet argent là ensemble là, c'est ce qu'on appelle la production intérieure brute. Ça veut dire c'est l'argent que, quand on met l'argent que chacun a gagné là, quand on met tout ensemble là, c'est comme si c'est ce que le pays a travaillé pour gagner un coup sur une année. Ça s'arrête à une année. Maintenant, le PNB, qui est le produit national brut, il n'a pas été capable de l'expliquer. Mais pour lui, il pensait qu'en faisant ça, il allait pouvoir tromper les gens. Le PNB là, c'est l'ensemble des richesses qui sont produites par les ressortissants d'un pays. Ça veut dire quoi? C'est très important, suivez la nuance. Dans le PIB, on s'en fout des nationalités. On prend seulement le territoire de la Côte d'Ivoire, les 322 462 km². Que tu sois burkinabé, que tu sois zambien, que tu sois bangladais, si tu es en Côte d'Ivoire, que tu as produit de la richesse dans le PIB là, c'est ça on prend pour dire la richesse générée sur une année, sur un territoire précis. Mais contrairement à ce qu'ils voulaient faire croire, le PNB, c'est l'ensemble des richesses qui sont produites par les ressortissants d'un pays. Et quand je dis les ressortissants ici, ça veut dire que vous soyez une entité physique ou une entité morale ou une entité individuelle. Si vous êtes une entreprise, par exemple, la Côte d'Ivoire, par exemple, je sais un exemple de don, a des investissements dans la Banque européenne de l'investissement et de la reconstruction. Et l'argent qu'on a placé là-bas, ça nous rapporte des intérêts. Ça fait partie de notre PNB. Il y a des frères qui sont de la diaspora comme nous autres. Nous, on travaille ici aux États-Unis. L'argent que nous produisons là, et qu'on envoie au pays là, ça fait partie du PNB. Maintenant, les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, la richesse qu'ils produisent en tant que citoyens ivoiriens, c'est ça qu'on prend pour constituer le PNB. Et donc la caractéristique ici qu'il faut remarquer qui fait la différence entre le PIB et le PNB, c'est que là où le PIB se base sur le territoire physique pour voir la richesse qui a été produite sur une année, le PNB, lui, regarde les indicateurs des individus. Que vous soyez à l'intérieur du pays, un national, ou bien à l'extérieur du pays, il essaie de mettre tous ensemble. Mais même là encore, quand on revient, aujourd'hui, là, pour bien mesurer les compétences économiques de la Côte d'Ivoire, moi maintenant, qui ne doute pas, je peux faire une jonction du PIB et du PNB pour vous prouver que la Côte d'Ivoire est en très bonne posture. Et comment? Parce que déjà à l'international, pour bien savoir ça, il faut regarder d'abord les notations des 3 grandes agences les plus reconnues au monde. C'est-à-dire la solvabilité, la crédibilité dont bénéficie aujourd'hui la Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il est question. Mais maintenant, je vais revenir pour être plus simple. Les gens peuvent beaucoup parler, peuvent beaucoup spéculer. Et les gens, la pauvreté n'a pas diminué. La pauvreté ne peut pas diminuer dans une zone agricole
où nous avons moins de population, mais ces populations-là, vous savez, par rapport au boulot que vous faites, il y a toujours des risques. Et nous sommes des pays, nous n'avons pas encore modernisé notre agriculture. Supposez que dans une région, il y a 100 personnes. Et on prend Abidjan avec ces 100 personnes. D'abord, là, il faut être factuel et réaliste. Il y a des zones, dans tout pays du monde, il y a des zones de concentration de richesses. Abidjan, c'est un exemple de zone de concentration de richesses. Donc, pour avoir du travail à Abidjan, les opportunités seront beaucoup plus faciles pour quelqu'un qui est dans la région d'Abidjan que quelqu'un qui est dans une zone agricole. Où la possibilité d'avoir un travail, à part que l'agriculture, serait difficile. Maintenant, supposons que dans une région agricole, les gens pratiquent l'agriculture, mais qu'il y a par exemple la sécheresse ou bien une inondation, qu'est-ce qui va arriver? Au départ, les cultures étaient florissantes. Mais à cause d'une catastrophe naturelle, là, le taux de pauvreté de cette population, si on voulait faire de la projection, on a vu qu'ils ont planté leur coton. Le coton poussait bien. Et on a estimé que si le coton pousse et que ça arrive à terme, voilà ce que chacun peut récolter, puisqu'on connaît le nombre d'hectares. Mais par un concours de circonstances, un feu de brousse, ou bien une pluie, ou bien une sécheresse vient, et les récoltes sont détruites. Est-ce que de vous à moi, on peut dire que ces personnes-là sont pauvres parce que cette année-là, elles n'ont réalisé aucun chiffre d'affaires? Non, de vous à moi, soyons sérieux. Et donc, le taux de pauvreté que vous êtes en train de mystifier dans la théorie, dans le monde réel, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pourquoi, dans les pays comme les Europes et autres, les gens ont prévu une politique alternative d'accorder des subventions aux régions qui n'ont pas une forte capacité économique ou même qui n'attirent pas. Et c'est à cela que je dis que l'État de la Côte d'Ivoire est en train d'aller. Et c'est ce qu'il faut encourager. Mais mieux, nous n'avons pas pris un pays qui brillait. Nous n'avons pas pris un pays dans les meilleures conditions. Quand on a pris la Côte d'Ivoire le 11 avril 2011, déjà beaucoup se trompent, mais la Côte d'Ivoire est devenue pays pauvre très endetté. Ça a commencé avec Henri Konan Bédié. Et Laurent Gbagbo est venu pour creuser la tombe de la Côte d'Ivoire. Et donc quand on fait la gestion de l'incapacité économique de ces deux régimes, en tout cas le 11 avril 2011, la Côte d'Ivoire se retrouve à un taux de pauvreté de 51,5%. Ça veut dire, tu prends 100 Ivoiriens là, il y a presque 52 qui sont pauvres. Ça, c'était évident. Mais, en l'espace de 14 ans, nous avons fait passer ce taux de 51,5% à 37,5%. Ça veut dire quoi dans la vie réelle? Ça veut dire qu'en 11 ans de gestion du président Ouattara, sur les 30 millions d'Ivoiriens que nous avons aujourd'hui, les 14% de réduction du taux de la pauvreté que vous voyez là, ça représente dans le monde réel 4 200 000 personnes qui ont été sorties de la pauvreté. Et ce que je dis là, je n'invente rien. Vous tapez www.banquemondiale.org/fr/country/Ivory Coast/overview. Ça veut dire le rapport global sur l'Afrique et sur la Côte d'Ivoire en 2022. Et vous voyez ça. C'est tellement clair quand on veut dire la vérité. Mais lorsque vous restez cloîtrés dans la haine et que vous voulez mystifier et dire des choses qui ne sont pas vraies, nous autres, ça ne nous fait rien. Mais Dieu merci, il y a un public ici qui nous écoute et qui nous suit. Mais encore pour vous démontrer de quoi la Côte d'Ivoire est capable sous le régime Alassane Ouattara, pour essayer de combler le mal que vous avez fait à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est sous notre régime qu'on construit des complexes industriels. Et donc, je demande à tous les opposants ici, à votre époque, qu'est-ce qui vous empêchait de faire autant que le président Ouattara aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêchait d'augmenter le budget de l'État? Aujourd'hui, nous avons augmenté le budget de l'État. En une année simplement, je dis bien en une année de 2024 à 2025, le régime actuel a pu augmenter le budget de l'État de 11,8%. Ça veut dire quoi? Plus de 13 milliards 720 millions d'augmentation. Et ça va servir dans des programmes qui sont bien connus. On a 31 dotations, 653 programmes destinés aux différentes institutions. Et dans ce déficit-là, il n'y a pas une meilleure preuve pour prouver que le gouvernement a lutté. Allez regarder le déficit budgétaire de l'État, 3% du PIB. C'est très important. Ce que ni le FP ni le PDC n'ont jamais pu faire. Mais mieux, regardez le taux d'inflation. Ça veut dire, le taux d'inflation, ça veut dire le matin, si je me réveille, dans certains pays, le prix des choses peut augmenter. Mais sous le régime du docteur Ouattara, le taux d'inflation ne fait que baisser. Et selon les derniers rapports de la Banque mondiale, et ça, je suis tellement précis,
Vous prenez le communiqué numéro 24-364 du FMI qui a été publié le 10 octobre 2024. Ils vous disent clairement que la résilience économique de la Côte d'Ivoire n'est plus à douter. Et qu'aujourd'hui même là, en 2025, la projection de l'inflation pour qu'elle puisse diminuer là, c'est de 4%. Et donc de quoi vous voulez nous parler? Ça veut dire même dans la poche des Ivoiriens, on met tout en place pour diminuer, que les prix augmentent pour que la vie soit facile. Vous avez dit que la Côte d'Ivoire importe du riz. Mais c'est la chose la plus comique. Montre-moi un seul pays, même les États-Unis, là, ils importent ce dont ils ont besoin. Parce que la nature même fait que souvent, il y a certaines choses là, malgré ta puissance, tu n'as pas. Même les grands États-Unis là, ils importent le téléphone dans lequel tu parles là, les chips électroniques là, eux-mêmes ils importent ça avec Taïwan. Un petit pays. Et ça là, un homme intelligent comprend que dans la vie là, on a toujours besoin de quelque chose qu'on n'a pas. Montre-moi un seul pays au monde qui n'importe pas quelque chose. Et donc, ce ne sont pas des argumentaires qui tiennent devant des gens intelligents, mais c'est plutôt la démonstration même de vos insuffisances en termes de connaissances économiques. Parce que, au lieu de venir critiquer le bon travail qui est fait, vous auriez dû dire, quand on était au pouvoir, voilà ce qu'on a fait que ce régime n'a pas été capable de faire. Si vous partez sur ce postulat-là, vous verrez les gens diront, vraiment, vous avez raison là, ils ont échoué ici. Mais non, vous voulez venir critiquer quelqu'un qui est mieux que vous dans tous les sens. Ça s'appelle simplement du ridicule. Et donc, laissez le grand maître, le président Alassane Ouattara, vous donner des leçons d'économie, vous donner des leçons de gestion politique, et vous donner des leçons d'homme d'État qu'il est. Pour respect pour la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, nous dirions, je mets ça au conditionnel, par respect pour Houphouët, on va lui accorder ce rôle-là de pionnier de notre État. Mais Alassane Ouattara, il n'a pas sa catégorie en termes de gestion d'un pays. Et ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Il l'a fait avant de venir en Côte d'Ivoire. Et Houphouët même là, en 90 là, Houphouët était dans les gouffres économiques. Ceux qui pillaient sur les réseaux sociaux là, vos parents étaient en train de piller les caisses de l'État sous Félix Houphouët-Boigny. C'est Alassane Ouattara qui est venu. Il faut presto sortir Félix Houphouët-Boigny de la dèche. Donc Alassane Ouattara n'est pas simplement un président, mais c'est un homme de mission. C'est-à-dire que c'est quand ça devient difficile là, que vous échouez là, que le PDCI échoue, que Félix Houphouët-Boigny échoue, que Bédié échoue, que Chaka Dia échoue, que Gbagbo échoue, pour crier que Houphouët est devenu voleur là. C'est là qu'Alassane Ouattara vient, il retrousse ses manches et puis il remet le pays à niveau. Quand le régime du PDCI, de Bédié et de Gbagbo ont mis le pays à terre complètement, et que vous aviez honte de prendre un pays qui était tombé, c'est encore lui qui a retroussé ses manches après le 11 avril 2011 pour remettre ce pays-là là où il est aujourd'hui. C'est le seul qui a été capable, après Félix Houphouët-Boigny, de maintenir, il n'y a pas une richesse qui est plus grande et plus évidente que la paix. La paix n'a pas de prix. La paix, c'est la sécurité à la vie de chacun d'entre nous. Montrez-moi un seul régime après Félix Houphouët-Boigny qui a été capable de maintenir la paix sur 5 ans. Mais le régime d'Alassane Ouattara a maintenu la paix et la sécurité sur plus de 15 ans. Voilà comment on mesure l'évolution d'un pays. On ne mesure pas l'évolution d'un pays par le bavardage qu'on peut faire sur TikTok. On ne mesure pas l'évolution d'un pays parce qu'on est jaloux et incapable d'avoir fait comme l'autre. On veut le critiquer. Mais on se met à assumer ses responsabilités. Reconnaissez que vous aviez été un échec douloureux pour la Côte d'Ivoire et que vous n'êtes plus à la page. Et les mots qu'ils vous ont mis dans vos bouches, les éléments de langage ne peuvent plus résister face au temps. Parce que vous êtes des populistes. Vous êtes des flargonneurs. Vous êtes dans le flatus vocis. Mais Dieu merci, des panels comme Ivoire Débat, comme Éclaireur Pro Vérité, comme Soma et autres, et bien d'autres sont là chaque jour pour éveiller les consciences, ouvrir les esprits. Et donc, ça ne passera plus. Et donc, je m'arrête là.